Impasse, voire défaite pure et simple sur la ligne de front. Effondrement de l'économie et de la communication. Réduction du budget provincial et augmentation des transferts vers le centre. Premier mouvement de protestation, tentative d'accroître l'autonomie des régions. Ce n'est que le début d'un modèle hypothétique de cause à effet qui pourrait conduire à la troisième grande catastrophe, l'effondrement du plus grand pays du monde au cours des 100 dernières années. Certains de ces développements sont déjà en cours. Comment un tel scénario pourrait-il se dérouler? Quelle région pourrait chercher à faire sécession en premier? Dans ce deuxième épisode d'une mini-série consacrée à l'éclatement possible de la Fédération de Russie, nous examinerons le déroulement des événements dans un tel scénario. Bienvenue au rapport des années 20. Dans le premier épisode de notre mini-série, nous avons évoqué les raisons pour lesquelles le prochain effondrement d'un État centré sur Moscou n'est pas nécessairement un événement purement théorique. Par souci de chronologie, nous vous invitons à consulter l'épisode précédent. L'année 1917 et l'effondrement de la Russie tsariste, ainsi que l'année 1991 et l'effondrement de l'URSS, montrent que le projet impérialiste séculaire de Moscou passe régulièrement par des cycles, culminant dans l'agonie et la mort de son système structurellement inefficace. La guerre en Ukraine est le catalyseur d'une myriade de problèmes qui consument le colosse centralisé autour de Moscou, impliquant un spectre de problèmes macroéconomiques, sociaux, géographiques et ceux liés à l'appareil du pouvoir. L'évaluation des événements de la guerre en Ukraine reste très subjective. La théorie de la victoire varie d'un observateur à l'autre. Les Ukrainiens ont subi d'énormes pertes humaines et économiques, mais, contrairement aux attentes de la plupart, ils ont défendu leur indépendance, battu les Russes à Kiev et reconquis de manière spectaculaire les territoires perdus au début de la guerre, à Kharkiv et Kherson. Il existe également un certain nombre de facteurs difficiles à mesurer, tels que le rapprochement étroit de Kiev avec les structures occidentales, ou, plus important encore, le processus de construction de l'État le plus important de l'histoire du pays et la réconciliation d'une nation historiquement divisée. Il s'agit peut-être du moment le plus important de l'histoire des Ukrainiens, y compris les soulèvements cosaques du XVIIe siècle. Dans le cas de Moscou, en revanche, le compte des pertes et profits est sans équivoque catastrophique. Le potentiel militaire, du fait de la guerre, a été drastiquement réduit. L'économie, du fait des dépenses de guerre et des sanctions draconiennes, entre dans une crise profonde. Sur le plan géopolitique, il s'agit d'un grand désastre. Moscou a entamé l'année 2022 dans une position de force extrêmement élevée. Un an plus tard, elle perdait définitivement l'Ukraine. Au nord, avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède, l'OTAN s'est approchée à une salve d'artillerie de la capitale historique de la Russie, Saint-Pétersbourg, et a coupé la Russie de la mer Baltique en contrôlant totalement le golfe de Finlande. Les pays d'Asie centrale se détachent de leur statut de colonie de Moscou, et les principaux clients, européens, du secteur d'exportation le plus important de la Russie, les combustibles fossiles, ont été perdus dans un avenir prévisible. D'autre part, toujours à la recherche davantage de moyens de pression, l'élite impérialiste de Moscou devient de plus en plus un État vassal de la République populaire de Chine. La Russie, qui était une superpuissance aspirant à rejoindre le duopole sino-américain, est devenue un partenaire junior terroriste de la Chine. La politique étrangère est souvent une fonction de la politique intérieure, mais cette relation fonctionne aussi dans l'autre sens. Les règlements fatals sur la scène internationale sont l'un des plus puissants impératifs de l'effondrement de la stabilité interne des États, en particulier de ceux qui sont surchargés, accablés par de multiples barrières sociales, culturelles et géographiques. Ce fut également le dernier clou dans le cercueil du projet de la Russie tsariste en 1917 et de la Russie soviétique en 1991. La Russie de Poutine en 2023 répète ce scénario. En gros, à quoi pourrait ressembler le processus d'éclatement interne de la Fédération de Russie? À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'expression « la défaite de la Fédération de Russie en Ukraine » est controversée, mais l'impasse est définie, ne l'est pas. Cependant, les deux se traduisent par une catastrophe économique pour l'état des finances publiques du Kremlin. Après 2 mois et demi de l'année 2023, Moscou s'est déjà installé dans un déficit des finances prévu pour l'ensemble de l'année. Les sanctions et leurs itérations successives multiplient les problèmes, se superposent et s'additionnent en permanence. Les baisses de taxes sur les ventes de matières premières atteignent 50% d'une année sur l'autre. Le prix du brut russe de l'Oural
après un plafonnement des prix, s'approche d'une nouvelle limite de 45 $, la plus basse depuis 2 ans, et près de 30 $ de moins que le Brent. À ce prix, la production de la plupart des champs russes devient non rentable. La vente d'hydrocarbures à la Chine et à l'Inde ne sauve que partiellement la situation, car Pékin et Delhi, profitant de la faiblesse de Moscou, les achètent avec d'importants rabais. Parallèlement, on assiste à un effondrement des importations et à l'exode de nombreuses entreprises spécialisées. Si le manque de cheeseburgers ou de nouvelles voitures Mercedes est moins problématique, le manque d'approvisionnement en équipements spécialisés pour l'industrie, y compris les machines et les semi-conducteurs, que la Russie ne produit pas elle-même et qu'elle a entièrement importé de l'Occident, constitue un défi de taille. La primitivisation de la production militaire est déjà une réalité. Les systèmes optiques pour les chars ou les circuits intégrés pour les missiles qui commencent à se raréfier ou qui n'est tout simplement pas disponible. Certes, les composants chinois peuvent remplacer une partie de la demande, mais d'abord, leur intégration prend beaucoup de temps. Deuxièmement, ils sont souvent inférieurs aux composants occidentaux. Enfin, il se peut que les Chinois ne veuillent tout simplement pas les vendre aux Russes, de peur de tomber sous le coup des sanctions occidentales et de perdre des marchés plus importants que celui de la Russie. La production militaire est un problème urgent, mais la dégradation des communications, qui résulte également de l'isolement de Moscou dans le monde, est peut-être un problème encore plus grave. Dans le plus grand pays du monde, extrêmement centralisé, qui s'étend sur 11 fuseaux horaires, une bonne connectivité est fondamentale pour maintenir la cohésion interne. Par ailleurs, le volume du trafic de fret aérien en Russie a chuté de près de 60% en 2022. Cela s'explique par la baisse des volumes transportés, mais aussi par des problèmes techniques. Par exemple, les avions Sukhoi Superjet 100 sont sur le point d'être cloués au sol. La raison ? Une pénurie de bougies d'allumage pour les moteurs que la France produit. L'approvisionnement en pièces détachées entraînant un effondrement croissant du trafic aérien. Le trafic ferroviaire russe connaît également des baisses notables. Ces événements sont en cours. Vus d'en haut, ces processus conduisent à une montée en flèche des niveaux de pauvreté, à des inégalités socio-économiques prononcées, à une diminution des subventions fédérales et à une détérioration des infrastructures locales de la connectivité de l'État, à des catastrophes environnementales, à des services de santé défaillants, à une corruption endémique, à l'inflation et à une aliénation croissante de la population par rapport à la prise de décision centrale. La surreprésentation des minorités nationales parmi les victimes de la guerre en Ukraine ne doit pas non plus être oubliée. L'ampleur des problèmes et leur accumulation dépendent de la région et de la classe sociale concernée, mais le processus affecte le plus gravement les habitants les plus pauvres des provinces russes. Pourtant, le coupable de cet état de fait aux yeux de l'opinion publique n'est souvent pas le Kremlin, ou du moins pas encore. Le rôle du bouc émissaire bien rémunéré est joué par un baron local, un gouverneur, un administrateur, quel que soit le nom qu'on lui donne, nommé au nom de Moscou. C'est lui, parfaitement corrompu, conduisant le dernier modèle de Bentley, qui vole l'argent envoyé par Moscou. C'est souvent son image au sein de la société locale. Tant que Moscou signale qu'elle contrôle la situation, le baron local dispose de suffisamment de ressources pour maintenir un calme relatif dans la province, et le solde de ses comptes bancaires ne diminue pas de manière drastique. Le système fonctionne. Néanmoins, lorsque le sentiment de l'opinion publique se dégrade progressivement, les premières protestations à grande échelle apparaissent, et la situation des barons pourrait devenir très inconfortable. D'une part, ils seront attaqués, le plus souvent verbalement, mais peut-être aussi physiquement, par des populations locales qui exigeront qu'ils remplissent leurs devoirs locaux et leur loyauté régionale. D'autre part, ils seront soumis à la pression du Kremlin, qui attend d'eux des transferts réguliers vers le noyau dur et la répression des troubles. Dans ce scénario, en particulier dans les régions riches en ressources et en industrie, la tentation pourrait être très forte pour les barons de rompre leurs liens existants avec Moscou et de rejoindre le peuple. Ce ne serait pas la première fois que cela se produirait. En 2020, des manifestations de masse ont éclaté à Khabarovsk, à la suite de l'arrestation par les autorités centrales de Sergueï Fourgal, le gouverneur local ou, dans notre nomenclature, le baron. Fourgal était membre du parti d'opposition, mais il était surtout respecté par les habitants et se souciait de la région qu'il gouvernait. De quoi représenter une menace aiguë pour le Kremlin, surtout si l'on considère la distance qui le sépare de Moscou. Sa popularité étant menaçante, il a finalement été condamné à 22 ans de prison pour des meurtres qu'il aurait commis 15 ans plus tôt.
les protestations se sont finalement calmées parce que le contrôle central de Moscou restait fort. Bien sûr, il se peut que le baron local, craignant le sort de Fourgal, reste fidèle au tsar jusqu'à la fin. Puis, inévitablement, il y aura de nouveaux prétendants au trône local qui réclameront une plus grande autonomie économique et le renversement du baron. Et le pouvoir est détenu par celui qui a le peuple derrière lui. Ensuite, il y a le facteur humain. Président, Premier ministre, autres ministres. Et soudain, il y aura la perspective de nombreux nouveaux postes vacants dans les structures de pouvoir des nouvelles entités étatiques. L'histoire se modifiera à 180 degrés. Moscou sera de plus en plus perçu comme une métropole coloniale exploiteuse. Tant que le régime dispose des ressources nécessaires pour étouffer ou gérer les crises au sein de l'Empire, la situation semble calme. Mais tout peut changer en un clin d'œil, lorsque le système est testé pour la première fois et s'avère inefficace. Dans les 22 républiques non russes, telles que la Bachkirie et le Tatarstan, les questions ethniques, que Moscou a tenté pendant des années d'étouffer et de remplacer par la culture et la langue russe, reviendront sur le devant de la scène. Si le clivage ethnique exacerbera les divisions, le motif d'une rupture de l'axe Kremlin-Baron-Peuple est plus significatif. En effet, c'est sur la division verticale du pouvoir que repose l'ensemble du modèle de contrôle russe. La structure du pouvoir dans l'actuelle Fédération de Russie est beaucoup plus fragile que dans l'Union soviétique. Un groupe restreint d'individus a remplacé le Parti communiste, et tout repose sur la personne du dirigeant, avec un mécanisme de succession non défini, ou plutôt son absence. Néanmoins, en cas d'émergence des premiers mouvements revendiquant une plus grande autonomie, voire une sécession, l'appareil d'État actuel, pour se maintenir au pouvoir, devra prendre des contre-mesures. Il y a essentiellement deux options. La pacification violente, le modèle tchétchène, est la plus naturelle. Moscou réprime agressivement les manifestations, le chef rebelle est arrêté et la région rebelle sert d'avertissement aux autres. Le Kremlin tentera également de cibler la population comme bouc émissaire ethnique en présentant une république potentiellement séparatiste comme une menace existentielle pour la Russie et ses citoyens. C'est la tactique classique du diviser pour régner. Le problème est que Moscou, qui mène une guerre conventionnelle majeure en Ukraine, pourrait ne pas disposer des ressources nécessaires pour punir de manière décisive et démonstrative la province rebelle. Le Kremlin a mené une opération similaire en Tchétchénie pendant des années, sans mener de guerre majeure à l'étranger. En outre, la promotion de la haine ethnique et religieuse détruirait davantage la cohésion nationale et sociale et convaincrait une grande partie de la population musulmane que la Russie est en train de devenir leur menace existentielle. Les risques seraient énormes. Une intervention militaire ratée de ce type décrédibiliserait complètement le gouvernement central aux yeux du reste des provinces. Dans l'absence de contrôle du noyau, une vague de mouvements autonomes et sécessionnistes se répandrait à travers le pays. Il deviendrait impossible de contrôler militairement la situation dans de nombreux endroits à la fois. Craignant un tel scénario, l'élite du Kremlin pourrait opter pour un scénario « doux », entre guillemets. Afin de préserver la cohésion interne et de ne pas risquer de perdre les ressources de l'appareil répressif, les aspirations de la région sont satisfaites. Il y a soit un élargissement de l'autonomie, soit une sécession complète, surtout s'il s'agit d'une province d'importance marginale. C'est l'option la plus sûre, même si l'effet peut être exactement le même. D'autres seigneurs locaux de la guerre, constatant la mollesse du Kremlin, peuvent alors formuler des attentes similaires. Chacun réclame une plus grande autonomie ou indépendance. Moscou se trouve à nouveau confronté à un problème existentiel. En outre, une telle soumission serait certainement perçue au sein même des élites de la capitale. Une faction ultranationaliste et impérialiste se renforcerait et exigerait une répression sévère des traîtres. D'autant plus que le mécontentement croissant au sein de l'élite au pouvoir est aussi une conséquence naturelle de la situation actuelle. À mesure que le gâteau économique national se rétrécit, la pyramide du paternalisme d'État, favorisant certains groupes d'intérêts, deviendra de plus en plus instable. Les conflits au sein de l'élite peuvent se matérialiser en raison de la diminution des ressources, et certains individus chercheront à canaliser l'agitation sociale contre leurs rivaux. À cela s'ajoute l'armée. L'armée reste la ressource la plus importante dans une telle situation. Celui qui a le plus d'hommes sous les armes gouvernera. Aujourd'hui déjà, on peut dire que le Kremlin ne contrôle pas tout son potentiel militaire. Evgeny Prigojine, le propriétaire de l'armée privée Wagner PMC,
et Ramzan Kadyrov, avec l'armée tchétchène, de facto, ne sont pas soumis au contrôle du Kremlin. Ils le seront encore moins en période de chaos. Ainsi, les deux scénarios de réponse à la fracture du maniérisme interne conduisent essentiellement au même résultat. En résumé, les élites régionales concluront que les coûts liés au maintien de la loyauté envers Moscou l'emportent sur les avantages et opteront pour une plus grande souveraineté régionale. Une fois que les élites locales ne feront plus confiance au Kremlin pour leur fournir la légitimité politique et les ressources nécessaires, elles favoriseront leur propre base de pouvoir en tant que dirigeants authentiques des républiques ou des régions. La rupture initiale de l'État peut concerner une fracture limitée. Au milieu des difficultés économiques et du chaos politique, une ou plusieurs entités fédérales peuvent émerger. À quoi pourraient ressembler les lignes de démarcation du pays? Quelles sont les régions les plus susceptibles de faire sécession? D'un point de vue historique, les candidats sont nombreux. Comme l'indique Janusz Bugajski, parmi les nations qui peuvent prouver leurs revendications historiques antérieures à la conquête impériale de la Russie, figurent les Tatars, les Bashkors, les Caréliens, les Udmurts, les Mokshas, les Hérésias, les Maris, les Circassiens, les Balkars, les Tchétchènes, les Ingouches, les Kalmouks, les Khakasses, les Altaïens, les Bouriates, les Tuvans et les Sakas. Un certain nombre de peuples autochtones peuvent revendiquer le droit à l'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2017. Ils revendiqueront le droit à leurs territoires et ressources traditionnelles et à l'autodétermination administrative. En réalité, les soulèvements nationaux ne sont pas une nouveauté en Russie. Les deux précédentes ruptures ont été accompagnées d'aspirations à l'indépendance. Celles qui ont réussi sont aujourd'hui des États indépendants, tandis que d'autres ont finalement échoué. En 1918, des soulèvements ont éclaté simultanément en Tchétchénie, en Ossétie et en Ingouchie. Au même moment, la République de Bachkirie a déclaré son indépendance, à laquelle les Tatars voulaient également se joindre. En novembre 1917, la République de la mer Noire, dont la capitale est Novorossiysk, est proclamée. Elle est suivie par l'indépendance de Stavropol, du Kouban et de la Crimée sous le nom de la République de Tauride. Le gouvernement provisoire de Sibérie est également établi à Tomsk. Bien que les questions nationales et ethniques jouent certainement un rôle important, elles ne constituent probablement pas le motif le plus important d'une scission. Les questions économiques et sociales pourraient constituer une justification plus solide, ce qui signifie que la sécession pourrait être demandée par pratiquement toutes les régions qui se sentent exploitées par le Kremlin, y compris celles où les Russes ethniques constituent le groupe social dominant. Cela n'aurait rien de nouveau non plus, si l'on se souvient de la République de l'Oural, créée en 1993, sur laquelle nous reviendrons dans un instant. En cas d'affaiblissement du contrôle du Kremlin, la géographie jouerait traditionnellement son rôle. La distance géographique et le niveau d'exploitation coloniale font des régions les plus éloignées de Moscou les candidats les plus probables à la sécession. La Sibérie et l'Extrême-Orient, ou potentiellement la République de Sibérie et la République d'Extrême-Orient, dont le champ d'application territorial comprendrait plusieurs terres et oblasts. Précision d'emblée que le tracé des frontières potentielles relève plus du jeu et de l'exercice intellectuel que de la prédiction. Les variables sont trop nombreuses pour que l'on puisse faire des prévisions avec un quelconque degré de certitude. Par souci de simplicité, supposons que, à l'instar de l'Afrique post-coloniale, les nouveaux États post-russes conservent les frontières tracées par les colonisateurs. Commençons par la Sibérie, peut-être la plus importante de tout le puzzle. Au cours des guerres civiles qui ont suivi le tsarisme, les régionalistes sibériens, qui revendiquaient une identité distincte et cherchaient à imiter la guerre d'indépendance américaine contre la domination coloniale russe, ont formé un gouvernement provisoire de la Sibérie autonome en janvier 1918. Ce gouvernement a toutefois été démantelé par les bolcheviks. Néanmoins, un secteur important de Russes ethniques pourrait soutenir la souveraineté ou la sécession de régions avec lesquelles ils ont beaucoup plus en commun qu'avec Moscou, indépendamment de leur langue commune. La nouvelle République de Sibérie pourrait comprendre le kraï de Krasnoïarsk, Sakha, Magadan, Tchoukotka et Kamtchatka. Les 7 millions de kilomètres carrés de territoire placeraient le pays au même niveau que l'Australie. En raison de sa faible densité de population, le pays ne compterait que 4 millions d'habitants. Son économie de 55 milliards de dollars le place à un niveau légèrement supérieur à celui de l'Ouganda et inférieur à celui de la Lituanie. Les candidats les plus naturels pour la capitale seraient Krasnoïarsk ou Iakoutsk. Le faible niveau économique des nouveaux arrivants
est une conséquence naturelle de la faible densité de population, mais aussi d'années de transfert de capitaux et de ressources humaines vers le centre, Moscou, et de l'inefficacité du système russe à exploiter le potentiel de ces régions riches en ressources. L'Extrême-Orient est l'une des provinces les plus rebelles, entre guillemets, à l'heure actuelle. Il existe un fort mouvement d'autonomie dans la région, et l'arrestation de Fourgal à Khabarovsk en 2020 a provoqué d'énormes protestations dans la région. La République d'Extrême-Orient comprendrait potentiellement les oblasts, régions et pays suivants: Primorsky, Sakhaline, Khabarovsk, Juif, Amour, Zabaïkalski, Bouriatie, Irkoutsk, Tuva, Altaï et Khakassia. Le pays aurait une population d'environ 10 millions d'habitants et commencerait avec une économie de 90 milliards de dollars, soit un peu plus que la Bulgarie et moins que la Slovaquie. En même temps, cela montre à quel point le potentiel de la région est énorme. Avec une superficie de plus de 3 millions de km², il s'agirait du 7e plus grand pays du monde, dépassant l'Inde, entre autres. Les candidats les plus naturels pour les capitales sont Vladivostok, Khabarovsk ou Irkoutsk. Les deux nouveaux États, la Sibérie et l'Extrême-Orient, en réorientant le potentiel de leur propre population et de leurs terres vers leurs besoins, ont le potentiel d'améliorer rapidement la situation économique locale, tandis qu'une bonne connectivité avec l'Asie de l'Est par le biais des ports du Pacifique rendrait les perspectives de développement prometteuses. De fortes tendances sécessionnistes peuvent également se manifester dans la région centrale de la Volga, entraînant la renaissance de l'État de l'Idel-Oural. Il s'agit d'une éphémère république indépendante proclamée en mars 1918 à Kazan, capitale du Tatarstan, qui assurait l'unification des Tatars, des Bachkirs, des Tchouvaches et d'autres peuples et leur libération de l'Empire russe. Elle englobait les actuels Tatarstan, Bashkortostan et la région d'Orenbourg, certains activistes réclamant une partie de la côte caspienne. Après l'effondrement de l'URSS, les Tatars et les Bachkirs ont tenté d'obtenir leur indépendance par des moyens pacifiques que Moscou a fini par étouffer. Comme l'explique M. Bogalski, l'incarnation actuelle de l'Union de la Volga centrale, promue par le mouvement Free Idel-Ural, comprendrait les républiques du Tatarstan, du Bashkortostan, de la Tchouvachie, du Mari-El, de l'Udmourtie et de la Mordovie. Cette dernière ayant été rebaptisée Ertenio Moksha en reconnaissance des deux nations qui la composent. Le nouvel État Idel-Ural pourrait être une confédération dans laquelle chaque république mènerait sa propre politique intérieure et étrangère. Certains activistes proposent d'inclure la république de Komi, le Kraï de Perm et l'oblast d'Orenbourg dans la confédération élargie afin que le nouvel État ait une frontière avec le Kazakhstan. Le nouvel État confédéré d'Idel-Ural aurait une population de plus de 17 millions d'habitants, soit à peu près la taille du Kazakhstan. Son PIB s'élèverait à plus de 100 milliards de dollars, soit 50% de celui de l'Ouzbékistan et la moitié de celui d'Astana. La capitale aurait pu être Kazan ou Oufa, ces deux villes étant de grandes métropoles. Les Tatars et les Bachkirs ont leur propre mouvement d'indépendance, et s'il devait y avoir un bouleversement au sein de la fédération, nous assisterions certainement à leur renaissance. Certains Bachkirs se battent déjà aux côtés de l'Ukraine. Sur le plan économique, l'État pourrait également avoir des raisons de s'autodéterminer, puisqu'il est déjà à la base industrielle de la Fédération de Russie. En pratique, il s'agirait de la 6e République d'Asie centrale, et aussi, après le Kazakhstan, de la plus forte sur le plan économique. Les initiatives interrépublicaines peuvent également inclure la renaissance de la République indépendante des montagnes du Caucase du Nord, qui a existé entre 1918 et 1922. Cette république confédérée comprenait 7 États constitutifs: le Daghestan, la Tchétchénie, l'Ingouchie, l'Ossétie, le Tcherkessie, l'Abkhazie et les steppes de Nogay. Le creuset caucasien exclut la formation d'un État unitaire, mais une confédération souple n'est pas à exclure. La population de 8 millions d'habitants serait 2 fois supérieure à celle de la Géorgie voisine, mais le PIB des deux pays serait pratiquement le même, à savoir 25 milliards de dollars. Les tendances sécessionnistes les plus fortes de la Sibérie, de l'Extrême-Orient et de la région centrale de la Volga diviseraient l'actuelle fédération de Russie en deux, isolant les régions majoritairement russes, situées au-delà des montagnes de l'Oural. Mais cette région a déjà cherché à se séparer de Moscou au cours de l'histoire. Une république a été créée sur la base d'un référendum organisé le 12 avril 1993, mais le projet a finalement été annulé. Les régions situées à l'est de l'Oural pourraient rejoindre les blocs émergents ou former la nouvelle république de l'Oural. Il pourrait s'agir des régions suivantes: Yamalo-Nenets, Khanty-Mansiyski, Sverdlovsk, Chelyabinsk, Kourgan, Tyumen, Omsk,
Tomsk, Novosibirsk, Kemerovo et les régions de l'Altaï Krai. Il s'agirait d'une création intéressante, car la République de l'Oural commencera avec l'économie la plus forte des entités énumérées jusqu'à présent. En dehors de Moscou et de Saint-Pétersbourg, c'est aujourd'hui la partie économiquement la plus forte de la Fédération de Russie. Le PIB atteindrait plus de 200 milliards de dollars, soit un montant proche de celui du Kazakhstan et de la taille de la Grèce. Les 25 millions d'habitants dépasseraient toutefois la démographie actuelle du Kazakhstan. La capitale pourrait être Novosibirsk ou Ekaterinbourg. Toutes deux sont les plus grandes villes de la Fédération de Russie, à l'exception de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Naturellement, le statut de Kaliningrad serait remis en question. Les Polonais n'accepteraient pas son incorporation à la République fédérale d'Allemagne. Une division entre la Pologne et la Lituanie est également discutable en raison des problèmes ethniques majeurs qui pourraient en résulter. L'option la plus légitime est le désarmement de l'oblast et la création d'une 4e république balte, qui aurait la perspective d'adhérer à l'Union européenne. Une Kaliningrad européenne avec un PIB de 7 milliards de dollars et un demi-million d'habitants serait économiquement au niveau de l'actuel Monténégro. Plus on se rapproche de Moscou, plus les velléités sécessionnistes sont difficiles à mettre en œuvre. D'autant plus que, comme nous l'avons dit, le mouvement nationaliste, dont l'objectif serait de créer un État mono-ethnique situé autour de Moscou, ferait son jeu. Les régions qui resteraient fidèles entre guillemets à Moscou, dans un tel scénario, formeraient l'entité économiquement la plus forte après l'éclatement. Comme ce fut le cas pour la Russie après l'effondrement de l'URSS, un PIB de 1200 milliards de dollars correspond au niveau actuel des Pays-Bas, du Mexique ou de l'Indonésie. La population de la République de Moscou, qui s'élève à plus de 70 millions d'habitants, est légèrement supérieure à la population actuelle du Royaume-Uni ou de la France. Moscou resterait donc un acteur important sur la scène internationale. Mais sans la région de l'Oural, de la Sibérie et de l'Extrême-Orient, le Kremlin devrait définitivement abandonner ses illusions de superpuissance. Les ambitions impériales, bien que toujours présentes, seraient irréalisables sans l'accès aux matières premières et à la base industrielle des régions perdues. Une fois de plus, il convient de noter que tracer les frontières sur la carte de cette manière relève davantage du jeu, mais permet néanmoins de voir quelque chose de plus. Les entités séparées ne réduiraient le PIB de la Fédération de Russie que de 25%, alors qu'elles représentent plus de 80% du territoire actuel et 45% de la population. De plus, une grande partie des habitants de Moscou et de ses environs sont des émigrés de ces provinces. Ces disproportions montrent à quel point l'hypercentralisation freine le développement de la province et épuise ses ressources. Dans le dernier épisode de cette mini-série, nous nous pencherons sur les problèmes qu'engendrait l'éclatement du colosse russe, l'impact sur la situation intérieure et les implications géopolitiques globales, à l'étranger proche et au-delà. Vous êtes invités.